Mesdames, Messieurs, bonsoir. On peut parler de véritable série noire dans l'aviation civile soviétique. Il y a 15 jours, un Ilyushin 18 s'était écrasé en Géorgie. L'accident avait fait une centaine de morts. Et hier soir, on ne l'a appris qu'en fin de matinée, aujourd'hui, c'est un Ilyushin 62 qui s'est écrasé à quelques kilomètres seulement de l'aéroport de Moscou. Le bilan de cette nouvelle catastrophe aérienne n'est pas encore définitif, mais il est déjà particulièrement lourd. 160 victimes, pas un seul survivant. On a cru un moment qu'une cinquantaine de Français étaient à bord de cet appareil. Les Soviétiques ont démenti. Un seul Français, en réalité, dont on ignore l'identité, a trouvé la mort dans cette catastrophe. André Varrois, le correspondant de l'agence France-Presse à Moscou, que nous avons appelé par téléphone, nous en donne confirmation. Écoutons-le. Un seul Français a trouvé la mort dans l'accident d'avion qui, selon les rumeurs, aurait provoqué 160 victimes. La nouvelle selon laquelle une cinquantaine de ressortissants français auraient été tués dans l'accident de l'Ilyushin 62 hier soir, au moment où l'appareil atterrissait à l'aéroport de Moscou, n'a pu être confirmée jusqu'à maintenant. Officiellement, on parle à l'ambassade de France d'une seule victime française. Pourtant, il s'avère qu'une cinquantaine de touristes français avaient bien pris l'avion hier à midi à Paris, à destination de l'URSS. Ne se trouvant pas à bord de l'avion au moment de l'accident, il est probable que ce groupe de touristes français s'arrêta à Leningrad, ce qui lui sauva la vie. On ignore les circonstances de l'accident qui s'est produit dans des conditions atmosphériques extrêmement mauvaises. Selon des témoignages recueillis ce matin, l'appareil se serait littéralement désintégré au moment où il amorçait sa descente vers la piste. Il a été impossible aux journalistes étrangers de se rendre sur les lieux de la catastrophe et devant le silence et la discrétion habituelle des autorités soviétiques, il est pratiquement impossible à l'heure qu'il est d'apporter d'autres précisions et notamment de savoir le nombre exact des victimes. Et croyez bien qu'André Varrois, le correspondant de l'agence France-Presse à Moscou, vous a dit tout ce qu'il avait pu apprendre sur cette catastrophe aérienne. Je vous le disais en commençant, ce dramatique accident d'Ilyushin est le deuxième en 15 jours en Union soviétique. Et vous vous en souvenez peut-être, un autre appareil de ce type, appartenant à une compagnie est-allemande, s'était écrasé au mois d'août, près de l'aéroport de Berlin-Est. Alors, sans faire le procès de l'Ilyushin, car rien ne nous y autorise, on peut tout de même se pencher sur les caractéristiques de cet avion avec Jean-Pierre Chapelle. L'Ilyushin 62 est le long courrier le plus moderne de la flotte aérienne soviétique. C'est un appareil qui a été conçu en 1962. Long courrier, il est capable de faire Moscou-New York sans escale. Il peut transporter entre 150 et 204 passagers à la vitesse de 900 km/h. C'est un appareil très au point qui ressemble beaucoup au VC-10 anglais et qui est l'équivalent du 707 ou du DC-8. Ici, vous venez de voir l'intérieur de l'Ilyushin 62. La version la plus récente, qui a été présentée en 1970, l'Ilyushin 62M, peut transporter plus de 200 passagers à 900 km/h sur des étapes extrêmement longues. C'est un appareil considéré par les observateurs occidentaux comme un très bon avion, mais en aviation, les séries noires n'ont pas de nationalité. D'hier à aujourd'hui, la passion est tombée au procès du 5-7 à Lyon. Les parents des victimes du dancing ont déserté la salle d'audience en signe de protestation. Ils estiment qu'il n'y a aucune commune mesure entre l'ampleur de la tragédie de Saint-Laurent-du-Pont et les peines qui ont été requises hier. Je vous les rappelle brièvement. Le procureur a réclamé 2 ans de prison contre Gilbert Bas, le gérant du 5-7. 6 mois et 4 mois de prison contre les installateurs du chauffage. 20 000 francs d'amende pour le fournisseur des matériaux plastiques et une peine de principe enfin contre M. Perrin, le maire de Saint-Laurent-du-Pont. Alors on a un peu le sentiment, Jacques Hébert, que pour les plaignants, ce procès est déjà terminé avant même qu'on en connaisse le verdict. C'est devant un public parsemé que s'est déroulée cette 6e et dernière journée du procès de Saint-Laurent-du-Pont. En effet, les parents des 146 victimes n'ont pas assisté à l'audience aujourd'hui. Par ce geste, ils entendaient manifester leur mécontentement à la suite des peines requises hier par le procureur de la République. Les parents ont quitté la salle d'audience, mais ils sont restés dans l'immense salle des pas perdus du palais de justice de Lyon. L'un d'eux nous dira, la société a été incapable de nous expliquer qui a tué nos enfants. Dans le fond, c'est un crime parfait, sans coupable. Journée consacrée aux dernières plaidoiries, celle de la défense. Maître Garapon, défenseur du seul gérant survivant. Je vous affirme que ce garçon et ses 2 camarades, ces derniers ont d'ailleurs payé de leur vie, leur sottise. Je vous affirme que ces garçons se sont lancés dans cette aventure comme des enfants perdus que nul ne conseillait. Le malheur, c'est que les adultes n'ont rien fait
pour les empêcher de jouer avec des allumettes. Ce sont ensuite les avocats des installateurs du chauffage. Ce que vous voulez atteindre, dira l'un d'eux, ce sont les lampistes de l'affaire et non les vrais responsables. Pour le PDG de l'usine qui fabrique les matières plastiques, c'est le bâtonnier Bondou qui plaide. Mon client n'a rien à se reprocher. Tout le monde dit aujourd'hui il n'avait qu'à, mais tous les PDG auraient fait comme lui. C'est enfin la défense du maire de Saint-Laurent-du-Pont. La légèreté des charges qui pèsent sur M. Perrin, dira l'un de ses avocats, a fait que la France entière, à travers ses maires, s'est émue. M. Perrin se défend parce qu'il est bassement attaqué et injustement inculpé. N'oubliez pas, messieurs, qu'après Saint-Laurent, 1017 établissements ont été fermés. N'oubliez pas qu'après Saint-Laurent, les blouses en nylon ont été interdites dans les écoles. N'oubliez pas enfin que sur les routes françaises, il y a chaque week-end un Saint-Laurent-du-Pont. Puis ce procès, ajoutera un autre avocat, puisse-t-il, au-delà du drame de la souffrance, puisse-t-il donner aux Français le goût de la sécurité. L'affaire a été mise en délibéré, le verdict sera rendu le 20 novembre prochain. Au chapitre social, c'est la fin du conflit aux usines Michelin. Les ouvriers en grève depuis le 21 septembre ont en effet décidé cet après-midi de reprendre le travail. Je vous rappelle qu'hier soir, dans ce même journal de 24 heures sur la Une, vous aviez pu suivre un dossier complet sur cette affaire, sur ce conflit des usines Michelin, un conflit qui donc prend fin. L'UDR a déjà désigné 320 de ses candidats pour les prochaines législatives. C'est ce qu'a dit M. Perfit à l'issue de la réunion aujourd'hui des secrétaires fédéraux du parti. Il reste à régler une soixantaine de cas qui concernent pour la plupart des circonscriptions détenues par l'opposition. De la campagne pour les législatives, il en a été question aussi cet après-midi à la Bourse du Travail à Paris. M. Bergeron avait réuni les représentants du syndicat Force ouvrière de la région parisienne. En démocratie, il faut toujours un contrepoids au pouvoir exécutif. Or, il est de fait que le Parlement ne fonctionne pas aujourd'hui comme nous souhaiterions qu'il fonctionne. Et cela peut avoir naturellement des conséquences. Si la contestation normale en régime de liberté ne peut pas s'exprimer, notamment au Parlement, il est évident qu'elle aura tendance à s'exprimer ailleurs, avec toutes les conséquences que cela comporte. Et puis je suis inquiet aussi par le renforcement incessant de ce qu'on appelle le pouvoir des cabinets. Nous constatons des faits qui sont regrettables, des délais très longs qui s'écoulent entre le moment où une loi est promulguée et le moment où elle est effectivement appliquée. Vous avez tenu également à souligner que Force ouvrière n'entrerait en aucun cas dans la bataille des législatives. Nous avons dans nos syndicats des adhérents qui pensent différemment. En créant Force ouvrière, il y a maintenant un quart de siècle, nous avons pris l'engagement de respecter les opinions de nos membres, quelles que soient ces opinions. Et nous attendons de nos camarades qu'ils n'essaient pas d'introduire dans nos organisations des consignes ou des mots d'ordre prenant source dans les partis politiques. Lors de la prochaine campagne des législatives, il est évident que nous ne donnerons aucune consigne de vote. C'est aux citoyens qu'il appartiendra de se prononcer en fonction de ses conceptions propres. Telle sera notre position. Les cadres ont un rendez-vous avec 24 heures sur la Une mercredi prochain. L'heure de vérité leur est en effet consacrée ce mois-ci. Un invité, un ingénieur d'une entreprise de fabrication de pneumatiques. Il a aussi des responsabilités à la Confédération Générale des Cadres. Le sommaire de l'émission. Voici un cadre français. Il s'appelle Jean Menin, il a 39 ans, il est ingénieur. Il est actuellement en famille dans sa maison à quelques kilomètres de Paris. Jean Menin, les problèmes du niveau de vie posent-ils un certain nombre de questions actuellement au cadre français? Les problèmes du niveau de vie ont toujours posé des problèmes à qui que ce soit. On s'habitue assez facilement à un salaire déterminé et on vit en fonction de ce salaire. Le problème qui se pose actuellement à tout le personnel d'encadrement, c'est le maintien de son niveau de vie. Ce n'est pas son niveau de vie par lui-même. Ce problème sera abordé mercredi prochain dans l'heure de vérité. Mais si vous désirez participer à cette émission, vous écrivez à l'heure de vérité, 15 rue Cognac-Jay, Paris 7e. La famille FIP continue de s'agrandir. France Inter Bordeaux a été inaugurée aujourd'hui. La nouvelle station rejoint ses petites sœurs de Paris, Marseille, Reims et la Lorraine. Son objectif est le même, distraire les auditeurs de la région bordelaise tout en leur donnant des renseignements pratiques. S'il y a une femme qui a parfaitement réussi à gravir les échelons dans l'administration française, c'est bien Mademoiselle Campana. En 1936, elle était entrée au Quai d'Orsay par une toute petite porte, en qualité de dame placeuse auxiliaire temporaire.
De promotion en promotion, Mademoiselle Campana a fini par être nommée première femme ambassadeur de France à l'étranger. Avant de prendre son poste à Panama, Madame l'ambassadeur prend quelques jours de repos en Corse où elle a bien voulu recevoir l'un de nos reporters. Faisons sa connaissance. Herbalonga, à quelques kilomètres de Bastia, en vacances pour quelques jours encore. Mademoiselle Marcelle Campana, première femme ambassadeur plénipotentiaire, se prépare à rejoindre Panama, son nouveau poste. Issue d'une vieille famille de Campana d'Orezza, nommée par le dernier Conseil des ministres, Bernard Marchetti s'est entretenu avec le nouvel ambassadeur de France à Panama. Mademoiselle Marcelle Campana, vous venez d'être nommée par le Conseil des ministres ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Panama. Vous avez donc droit au titre d'excellence. Mademoiselle l'ambassadeur, tirez-nous d'embarras, comment faut-il dire? Mademoiselle l'ambassadeur me paraît tout à fait normal. On peut aussi dire Madame l'ambassadeur si on trouve gênant d'appeler une personne de mon âge mademoiselle. Vous êtes corse et de parents corse? Je suis de parents corse. Je ne suis pas née en Corse, je suis née à Paris. Mais ça a été un effet du hasard de la carrière de mon père. Mais je suis très corse, de sentiments et d'attachement. Je voudrais que vous nous rappeliez votre entrée au ministère des Affaires étrangères. Je suis entrée au ministère des Affaires étrangères en 1935, il y a déjà fort longtemps, à une époque où l'entrée des femmes avait été permise en 1930, au moment du concours qu'avait passé la future Madame Bidot, Suzy Borel. Et au moment où il s'est agi pour moi de gagner ma vie après la mort de mon père, il n'était plus question que les femmes entrent au Quai d'Orsay, et je n'y suis entrée que comme auxiliaire, dame classeuse, auxiliaire temporaire. Ça n'a été qu'en 1945 que M. Bidot a décidé de nous admettre dans le cadre latéral, qui était le cadre qui avait été créé pour combler les vides créés par la guerre. À partir de ce moment-là, nous sommes entrés normalement dans la carrière. Nous étions 5 à ce moment-là. Depuis, beaucoup de femmes sont entrées et maintenant elles entrent aussi par l'école d'administration et elles réussissent très bien. C'est pour ça qu'au fond je suis un peu étonnée que ma nomination à Panama crée autant d'intérêt. Je suis très flattée, mais pour moi ça me paraît assez normal que nous soyons admises à tous les grades de la carrière. Beaucoup de simplicité, en tout cas de la part de Mademoiselle Campana. Un homme qui est paralysé des deux jambes a piloté seul un avion. C'était la première fois au monde. Avant l'accident qui l'a rendu infirme il y a 3 ans, André Crépy était un pilote confirmé. À force de courage et de persévérance, il vient de réussir à reprendre lui-même les manettes de son avion. Gérard Dupuy est allé sur l'aérodrome des Mureaux, près de Paris, et c'est là qu'il a fait la connaissance d'André Crépy. Un homme courageux. Vous avez eu peur de recommencer à piloter? Vous dire que j'ai pas eu peur, ce serait mentir. La dernière fois que j'ai piloté seul un avion, c'était pour me casser la figure. Oui, j'ai eu un peu peur. Vous aviez vraiment très envie de recommencer à voler, ou bien si c'était pour vaincre ce handicap physique? Eh bien, d'abord, c'était pour vaincre mon handicap, parce que où on accepte la vie, on essaye de la vivre comme avant l'accident, bien entendu. Et je l'ai fait aussi surtout pour essayer de prouver que ce n'est pas parce qu'on a un coup dur dans la vie, un handicap, qu'on reste paralysé, que tout est foutu. Et ce que je souhaite véritablement, c'est que beaucoup d'handicapés reprendront goût à la vie en pilotant tout simplement, car j'espère que d'autres handicapés me suivront aux joies de l'aviation. Est-ce que vous pensez que le pilotage est vraiment très accessible aux handicapés? Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est presque plus facile, mais si. Car véritablement, nous sommes plus adroits dans un bras gauche, on peut écrire son nom de la main gauche, on ne peut pas écrire son nom au pied droit. Et il y a aussi une chose, c'est que dans un avion, nous ne sommes plus handicapés. Je n'irai pas jusqu'à dire que nous avons la prétention un jour de piloter des Boeing, mais je pense que, ne serait-ce que pour se reclasser dans la société, car quelqu'un qui pilotera retravaillera. Je pense aussi qu'il y a des tas de possibilités futures. La surveillance des forêts, par exemple, la surveillance des plages, des routes, où un pilote professionnel coûtant très cher, un handicapé physique pourrait rendre service à la société et à lui-même, bien entendu. Est-ce qu'il y a une nécessité d'entraînement très long, très poussé et plus difficile peut-être que pour un pilote normal? Je vous ai dit tout à l'heure, peut-être plus facile. Non, absolument pas, c'est exactement le même principe de pilotage. D'ailleurs, nous n'avons rien touché à l'avion. C'est exactement le mouvement que de conduire sa voiture avec ce palonnier. Vous me disiez aussi que c'est la possibilité pour les handicapés d'affronter
des gens qui sont en pleine possession de leurs moyens, et là vous pensiez, je crois, à la voltige aérienne. Si vraiment je trouve des jeunes handicapés physiques qui ont la foi, eh bien je pense qu'on pourra les amener aux plus hautes sphères des concours et des compétitions, Tour de France, voltige. Et je crois que ce qui sera merveilleux, c'est que là, on ne demandera pas une classification spéciale, on se comparera ni plus ni moins aux gens que l'on dit normaux. On peut prouver que la machine humaine est merveilleuse et que les jambes, c'est véritablement secondaire, ce qui compte, c'est le cerveau. André Crépy ne veut pas se contenter de cette victoire sur lui-même, il a décidé de créer un aéroclub pour handicapés physiques. À la veille de fermer ses portes, le Salon de l'Auto nous réserve ce soir encore une surprise. On a beaucoup parlé déjà du moteur à piston rotatif, mais à ma connaissance, on ne l'a guère vu à la télévision. Or, Michel Chevalet a pu filmer ce moteur d'avant-garde, dont les atouts sont la souplesse, la nervosité et la modestie, puisqu'il se contente d'essence ordinaire. Depuis 3/4 de siècle, l'automobile est placée sous le règne du moteur à explosion. Et depuis 3/4 de siècle, on lui cherche vainement un successeur. On parle volontiers de turbine, de moteur électrique, voire même de moteur à vapeur, mais on ne voit toujours rien venir. Cependant, une chose est certaine. S'il fallait aujourd'hui réinventer un moteur pour nos voitures, ce ne serait sûrement pas le moteur à explosion. Car, quand on y réfléchit bien, cet engin est une hérésie de la mécanique. Pensez donc, tout repose sur deux pièces en mouvement, le piston et la bielle. Ils sont animés d'un mouvement alternatif, donc quelque chose de discontinu, alors qu'il faut précisément faire tourner les roues de la voiture de façon continue. Et pourtant, ils tournent, pourrait-on dire. Et ils tournent même très bien, puisqu'on n'hésite pas à lancer le tout à 6000 tours minute, soit 200 allers-retours par seconde, le tout sur des dizaines de milliers de kilomètres. Cependant, on voit aujourd'hui poindre la relève avec quelque chose de plus logique, de plus rationnel sur le plan mécanique, quelque chose qui tourne au lieu d'aller et venir, le piston rotatif. Autrement dit, au lieu d'avoir ceci, vous aurez cela. Cela, c'est-à-dire un piston rotatif qui tient à la fois de la turbine et du compresseur, mais fonctionne toujours suivant le principe de nos moteurs actuels. Regardez bien. Dans cette position du piston, le mélange air-essence est aspiré. Puis, coincé entre le piston et la paroi, il se trouve comprimé. Là, une étincelle de la bougie provoque l'explosion qui chasse le piston, ou plutôt le fait tourner d'environ un tiers de tour. Enfin, les gaz brûlés sortent par les conduits d'échappement. Voilà, vous savez tout du moteur à piston rotatif. Ses avantages ? Pas d'à-coups ni de vibrations comme dans les moteurs actuels puisque cela tourne. Ensuite, juste 2 pièces en mouvement contre 35 dans un moteur classique, ce qui est la garantie d'une grande longévité et d'un bon rendement. Mais jugez plutôt par vous-même, ou plutôt écoutez fonctionner au ralenti ces deux moteurs. Ici, le moteur rotatif. Là, son ancêtre classique. Extérieurement, rien ne permet de distinguer une voiture équipée d'un moteur à piston rotatif. Seul sous le capot, notons qu'il est 2 fois moins gros à puissance égale. Mais dès qu'on s'installe au volant, on est surpris par ces accélérations foudroyantes qui s'apparentent plus à celles d'une Formule 1 qu'à une voiture de tourisme. Dernier atout et non des moindres, ce moteur fonctionne à l'essence ordinaire et est moitié moins polluant que les moteurs actuels. C'est surtout l'étanchéité du piston avec son imposante collection de segments et de joints qui a freiné le développement de ce moteur et explique les longues hésitations des constructeurs. Mais déjà, les Japonais équipent en série d'un moteur rotatif cette 1300 cm3 Mazda. Enfin, l'année prochaine, Citroën annonce à son tour qu'il va se lancer dans la bataille en équipant un nouveau modèle. Comme quoi, il aura fallu 3/4 de siècle à l'humanité pour s'affranchir du système bielle-manivelle et redécouvrir le mouvement rotatif. Une épreuve automobile à suivre demain, et sans moteur à piston rotatif, on en reparlera plus tard, les 1000 km de Paris qui vont se courir cette année sur le circuit des Essarts à Rouen. Il est vrai que Rouen fait désormais partie de la grande banlieue de Paris.
Les favoris de l'épreuve, Larousse et Beltoise, ont eu bien des ennuis au cours des essais. Ils ont tout bonnement cassé le moteur de leur Lola. Voyons comment les concurrents ont préparé ces 1000 km de Paris. Il est pas là? Non, mais il a envoyé une pièce spéciale. Ça, c'est limite, carrément. Oui, On a déjà de l'incident. Oui, du fait de l'auto. Oui, du fait que ça, si tu veux, ça c'est l'aileron. Ça c'est ce qu'on appelle le spoiler, tu vois. C'est juste la fin de l'aileron. Toute la voiture fait aileron. L'idéal, ce serait de pouvoir passer à fond la descente. Hein, oui, donc il faudrait lui donner de la portance jusqu'à temps qu'on ait atteint ce but, à mon avis. C'est ça. Oui, oui. De toute façon, la descente, on jouera uniquement avec l'aileron, puisqu'on sera au-dessus de 200. On a 4 choses à faire cet après-midi. Il faut qu'on règle l'auto, qu'on règle le moteur, que Jacques s'entraîne sur la Lola et que moi j'apprenne le circuit de Rouen. Je veux qu'on fasse strictement tout voir, la consommation, les pneus, l'usure des plaquettes. Je veux qu'on écrive tout, le nombre de tours, les temps, les réglages, qu'on fasse beaucoup de travail en 2 jours. Hein. Du Red Rose Racing Montwish Tergal, qui a pour équipier John Bridge et Jean-Pierre Joux. Ça va pas, on est trop court en 5e, hein, tout de suite. Quoi? Oui. Mais on va passer en première en bas, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Pour la boîte, c'est pas mieux. C'est pas bien pour la boîte. Tu as raison. Hein. Il faut mieux mettre un deuxième plus court, passer en deuxième. Et puis tu peux engager le même rythme, on peut mettre le même rapport pour le virage en bas. Il faut regarder bien pour les 2 virages pour le deuxième. Qu'est-ce qu'elle donne la première là, que tu as là? Elle va bien là. Il faut mettre la première seconde. Et l'avantage de mettre la première, c'est que tu es bien là-bas en seconde. Hein? Oui, mais avec ce moteur, tu sais. Tu es en seconde là-bas. C'est bien. Ok. Tu fais 5-6 tours. Ce n'est certainement pas cette année encore que l'Europe va ravir aux États-Unis la Coupe Davis de tennis. Les chances des Roumains paraissaient pourtant très sérieuses, mais après leur défaite en double cet après-midi, elles sont pratiquement réduites à 0. Les Américains Smith et Van Dillen ont nettement dominé les Roumains, Michel Drucker. On peut même dire que ce fut un match à sens unique, les Roumains ne donnant jamais l'impression de pouvoir inquiéter Stan Smith, ici au service, et son jeune coéquipier Van Dillen, qui fut le grand artisan de la victoire américaine. Voici les dernières secondes du match. Nastase n'a pu renvoyer le smash de Van Dillen. 40-30 pour les Américains qui mènent 5-2 dans le 3e set après avoir remporté les 2 premiers sur des scores sans appel. 6-2, 6-0. Voici la balle de match. Kyriak va retourner la 2e balle de service de Smith, mais le dernier vainqueur de Wimbledon, d'une volée de coups droits, et avec, regardez, la complicité du filet, va ruiner définitivement les espoirs roumains. Nastase et Kyriak sont battus en 3-7, nous allons revoir la balle de match. La Roumanie est menée 2-1 avant les 2 derniers simples, autant dire que les Américains vont conserver la Coupe Davis, car Kyriak ne peut raisonnablement envisager une victoire sur Smith. Revoici la balle de match. Quant à Eric Van Dillen, il n'a que 21 ans, vous allez le voir de dos. Il a été, répétons-le, la grande vedette de ce double. Retenez bien son nom, son autorité et son sang-froid ont été prépondérants cet après-midi à Bucarest. Le rugby est une fête en Grande-Bretagne, et surtout quand il a 100 ans. C'était le cas aujourd'hui en Écosse, et pour célébrer cet anniversaire dans le stade tout neuf de Murrayfield, tous les gros bras du rugby d'outre-Manche s'étaient donné rendez-vous cet après-midi. Loïs Vanley vous commente un résumé du match. Bien oui, il y avait là tous les gros bras du rugby britannique avec à votre gauche, en maillot qui paraît plus foncé, l'équipe de Irlande-Écosse contre l'équipe Galles-Angleterre. Et il faut dire que ce match a été vraiment le régal qui nous avait été annoncé. Vous avez vu ici une percée de l'arrière Williams.
une relance sur l'aile droite qui va amener un fort bel essai de Gerald Davis. Au cours de cette rencontre, nous aurons comme cela 9 magnifiques essais. Et vraiment, pour tous les spectateurs, téléspectateurs aussi, qui cet après-midi ont pu suivre cette rencontre en direct, eh bien, ce fut le régal, ce régal qui nous montre que le rugby, outre-Manche surtout, peut avoir de très très grandes dimensions. Et pourtant, il faut bien le dire, les deux équipes ne sont pas encore au mieux de leurs conditions. La saison débute seulement en Grande-Bretagne, mais là, sur ce terrain, il y avait énormément de joueurs de classe. Nous ne vous montrons pas, bien sûr, les 9 essais de cette rencontre. Nous en avons sélectionné 4 à votre intention. Ils vont vous permettre d'apprécier la détermination de tous ces joueurs. Et ici, sur ce remarquable débordement, le coup de pied à suivre, c'est l'Irlandais Grace qui va signer cet essai peu avant la fin de la première mi-temps, qui sera acquise sur le score de 14-6 en faveur de l'équipe Irlande-Écosse. En début de deuxième mi-temps, alors vive réaction de l'équipe Galles-Angleterre. Et là, après ce déboulé, cette interception de Knight, l'ailier anglais, nous allons avoir une reprise de Lloyd. Lloyd qui est le pilier du Pays de Galles, qui était aujourd'hui le capitaine de la formation Galles-Angleterre. Et petit à petit, eh bien, l'équipe anglo-galloise va refaire son handicap, va même revenir à 21-20. C'est dire que le match garde tout son intérêt, toute son insistance. Gibson, c'est le demi d'ouverture irlandais qui aujourd'hui aura marqué 3 essais au cours de cette deuxième mi-temps. Rendons à Christian Rives ce qui n'appartenait pas à Loris Vanley, et je vous prie, mesdames et messieurs, de passer une excellente soirée. Merci de votre attention.